Merci. Donc, oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, l'agroécologie pour une alimentation saine et durable, l'agroécologie, moi, si vous êtes d'accord, pour nourrir correctement, durablement, l'humanité tout entière. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. On met fin à la faim, on met fin à la malnutrition. Alors, les enjeux, je les rappelle, j'imagine que Festisol, c'est quand même les solidarités. Je pense que vous êtes tous d'accord. Nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière. On est 8 milliards d'habitants aujourd'hui sur la planète. On sera peut-être aux alentours de 10 milliards en 2050. Donc il y a quand même la question de une population croissante sans cesse. La question quand même des volumes produits de nourriture peut être posée. Vous allez voir que la réponse n'est pas si simple qu'on pourrait l'imaginer, mais c'est quand même un vrai enjeu. Une alimentation, alors pareil, saine, durable, donc équilibrée. Donc il faut des calories, il faut des protéines, il faut des minéraux, il faut des vitamines, il faut des fibres, il faut des antioxydants. Donc c'est une alimentation équilibrée, impératif. Alors une alimentation saine, si vous en êtes d'accord, saine ça veut dire sans excès, sans excès de sel, sans excès de sucre. Le sel c'est l'hypertension, le sucre c'est l'obésité, le diabète et autre chose. Les acides gras saturés c'est les maladies cardiovasculaires. L'alcool je crois aussi avec modération, donc sans excès, c'est ce qu'on va raconter en tout cas. Et je partage volontiers cette idée. Et puis, donc, très équilibré, sans excès, et de grande qualité nutritionnelle. Il faudrait quand même que les ingrédients ne soient pas pollués. Alors, bon, vous savez, en France, l'espérance de vie a augmenté jusqu'il y a à peu près 3 ans. C'est parce que quand même, les intoxications par des bactéries pathogènes, les Escherichia coli, les salmonelloses, les listérioses et ce genre de choses, il y en a quand même beaucoup moins, la chaîne du froid. On a quand même réussi à maîtriser un certain nombre de maladies comme celle-là. Mais aujourd'hui, la qualité sanitaire des aliments, alors ça reste quand même, pour un grand nombre de pays du Sud, les questions, les bactéries pathogènes, ça reste encore un problème très d'actualité. Mais même chez nous, les problèmes aujourd'hui sanitaires, il y a 2 préoccupations majeures, peut-être qu'il y a des médecins parmi vous ici ce soir, c'est le médecin prescrit un antibiotique à son patient parce qu'il y a urgence de guérir face à une bactérie pathogène, et aucun effet. Aucun effet parce que le patient a développé des antibiorésistances. En fait, c'est des bactéries mutantes résistantes à l'antibiotique qui sont proliférées. Et pour quelle raison il y a pu avoir cette sélection, cette prolifération? C'est qu'on ingurgite un peu tous les jours dans notre nourriture, et notamment dans la viande, des antibiotiques. C'est-à-dire, à force d'ingurgiter tous les jours des antibiotiques, et effectivement, et qui tue un peu toutes les bactéries, celle qui est mutante et résiste à l'antibiotique finit par proliférer, et il n'y a plus moyen de se soigner quand le médecin nous prescrit. Et ça devient très grave. Et pourquoi on ingurgite un peu tous les jours des antibiotiques? C'est dans la viande, c'est les conditions d'élevage. Un élevage en espace confiné, sachez, les porcs, les volailles, à titre préventif, elles sont shootées aux antibiotiques, parce qu'on craint tellement qu'il y ait une épidémie, une épizootie, on dit dans le jargon. Si ça commence par un endroit du poulailler, dans la journée, tout le troupeau est atteint. Et donc voilà, donc il nous faudra, vous l'imaginez bien, une agriculture, un élevage sans antibiotiques, pas d'antibiotiques dans la viande, si vous en êtes d'accord. Et puis à la jeune génération, aujourd'hui, je suis obligé de lui dire que leur espérance de vie en bonne santé risque d'être une dizaine d'années inférieure aux gens de ma génération, moi qui ai des cheveux blancs, du fait d'être exposé à des perturbateurs endocriniens. Et les perturbateurs endocriniens, c'est donc des molécules toxiques qui perturbent le fonctionnement de nos glandes endocrines, dont la thyroïde, mais pas seulement. Et le fait d'avoir été exposé depuis in utero, c'est-à-dire l'exposition de la femme enceinte, jusqu'à la fin de la croissance, et une exposition régulière, parce que c'est plus la régularité de l'exposition que la dose elle-même, qui est la cause de ce dysfonctionnement des glandes endocrines, ça se traduit par des maladies du vieillissement qui vont intervenir une bonne dizaine d'années plus précocement que pour les gens de ma génération, moi qui n'étais pas, quand j'étais fœtus, exposé à ça. Et l'exposition régulière d'antibiotiques, de perturbateurs endocriniens, c'est surtout dans la nourriture, c'est pas seulement dans la nourriture, en fait, très clair, mais la régularité d'exposition, c'est quand même tous les résidus pesticides, enfin un grand nombre de résidus pesticides qu'on retrouve dans notre alimentation, dont le fameux AMPA, métabolite, qui résulte de la biodégradation du glyphosate. Oui, le glyphosate est un cancérigène. Alors on dit cancérigène probable. C'est un perturbateur endocrinien. Et effectivement, on annonce à la jeune génération que le cancer du sein et le cancer de la prostate,
Il y a aussi des maladies neurodégénératives, hein, c'est donc pas seulement cancérogène, c'est aussi des maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer. Et cette jeune génération, ça va intervenir peut-être une dizaine d'années plus précocement que pour les gens de ma génération, à cause de du fait d'ingurgiter très régulièrement donc, notamment, pas seulement, mais ce fameux AMPA, qui est un résultat de la biodégradation de ce fameux glyphosate. Et évidemment, vous êtes au courant aujourd'hui que la Commission européenne est à deux doigts de nous le réautoriser pour 10 ans, en utilisant des documents qui proviennent d'expertise, mais de gens qui souffrent de conflits d'intérêts, c'est-à-dire qui défendent des intérêts privés, mais les publications scientifiques de l'OMC, hein, l'organisme mondial, de l'OMS, pardon, l'organisme mondial de la santé et son institut de recherche du cancer à l'échelle de l'ONU, les publications en revue de comité de lecture sont formelles. On dit le glyphosate, enfin son métabolite, est un cancérigène probable. Et il est fréquent que dans les conférences grand public, on me dise, Monsieur Dufumier, pouvez-vous vraiment nous affirmer que le glyphosate est un cancérigène avéré? En général, c'est sur ce ton-là qu'on me pose la question, pour savoir, essayer de me mettre dans les retranchements. Et je me dois de vous dire que je leur interdis de leur dire que le glyphosate est un cancérigène avéré. Ah bon? Pourquoi? Parce que avéré pour un scientifique, ça veut dire statistiquement avéré. Et vous l'avez compris, il ne s'agit que d'une prédiction scientifique. C'est-à-dire qu'il faudra attendre 100 ans, on ne connaît même pas encore la moyenne d'âge, l'apparition des cancers du sein, des cancers de la prostate, la perte de mémoire, Alzheimer, les tremblements, Parkinson, pour les gens de ma génération. On n'a même pas encore ces statistiques, la moyenne d'âge. Évidemment, s'il faut attendre avec la nouvelle génération, il faudra attendre une centaine d'années. Mais rappelez-vous, il y a 33 ans, le rapport du GIEC, le groupement interétatique d'études du climat, des experts du climat, nous prédisait, il y a 33 ans, j'ai le souvenir, nous prédisait le réchauffement climatique global. Et j'ai le souvenir d'ailleurs qu'à l'époque, certains scientifiques, il y en a même un, je crois, qui est devenu ministre, hein, voilà, Claude Allègre, comme je n'ai pas cité son nom, comme ça je ne serai pas poursuivi pour diffamation, a utilisé sa caution scientifique pour dire ce n'est pas avéré, ce n'est pas statistiquement avéré. Aujourd'hui, c'est statistiquement avéré. La date des vendanges en France, au cours des 30 dernières années, en moyenne, hein, ça dépend des années, a été 10 jours plus précoce que dans les cours, que la moyenne des 30 années antérieures. Donc oui, la science, elle fonctionne comme ça. Elle démontre d'abord, et donc oui, l'effet de serre, c'est connu, les rayons infrarouges, c'est les nuages, c'est le méthane, c'est le gaz carbonique, c'est le protoxyde d'azote, mais pareil pour le glyphosate, les endocrinologues, ceux qui connaissent bien nos glandes endocrines, ceux qui connaissent bien la molécule, ceux qui connaissent bien la physiologie du corps humain, ont démontré les raisons pour lesquelles toutes les relations de cause à conséquence sur le pourquoi ce dysfonctionnement de nos glandes endocrines, et en particulier de la thyroïde, va se traduire par des maladies du vieillissement prématuré pour les jeunes générations. C'est démontré, c'est prouvé, ce n'est pas avéré. Et le mot probable est très malvenu, parce que je crois qu'il y a un ministre, hein, je crois que d'ailleurs il s'appelle Marc Fesneau, hein, c'est le ministre actuel, a dit ah, probable, oui, bah, probable, improbable, on peut attendre. Non, on ne va pas attendre, s'il vous plaît. Mais le boson de Higgs, hein, pareil, hein, c'était ça. Hein. Et avant qu'on dépense des millions pour faire l'accélérateur de particules, c'est qu'on avait démontré son existence, on n'aurait pas autant dépensé si on n'était pas sûr, si la démonstration n'avait pas été rigoureuse. Oui, le glyphosate, rigoureusement, est un cancérigène probable, c'est-à-dire que la jeune génération, ça va lui arriver, et il y a urgence de ne plus exposer la jeunesse à de telles molécules, à ces résidus en pesticides. Donc on va renoncer à devoir mettre des pesticides si vous en êtes d'accord. Je poursuis. Sanitaire, gustatif, oui, après tout, si c'est bon, on digère quand même un peu mieux, hein, vous êtes d'accord? Voilà. Alors, l'un des problèmes aussi, c'est que l'agriculture, c'est pas que produire de l'alimentation, c'est produire des fibres pour le textile, des bois pour la construction, des molécules médicinales pour la pharmacopée, avec un problème auquel on ne pourra pas échapper, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi une demande de produits agricoles pour fabriquer des agrocarburants, hein, de l'éthanol, de l'amodiesel, pour donner à boire à des voitures, pour donner à boire à des avions. Donc là, il y a une demande croissante. Et là, du coup, la question politique, c'est est-ce qu'on va privilégier donner à manger à des humains ou est-ce qu'on va privilégier donner à boire à des voitures? Si le même maïs peut servir à fabriquer l'éthanol, à nourrir des cochons ou même à nourrir des humains, la polenta, ben, il faudra peut-être faire des choix politiques. Et ce sera pareil pour l'agrodiesel. L'huile de colza servira-t-elle pour la salade ou servira-t-elle à produire de l'agrodiesel? Donc là, il y a un vrai problème auquel on n'échappera pas. Assurer un revenu décent aux agriculteurs, ça va de soi,
vous allez voir que je vais plaider pour des formes d'agriculture très savantes, inspirées d'une agroécologie scientifique, mais artisanale et très exigeante en travail. Et si on veut effectivement que tout le monde adhère à ça dans le monde agricole, encore faudra-t-il s'assurer que ces formes d'agriculture-là soient suffisamment rémunératrices. Ça, ce sera le débat, c'est une question politique. Comment rémunérer une agriculture plus exigeante en travail? Mais oui, assurer un revenu décent. En tout cas, la transition agroécologique, c'est vrai que ce ne sera pas un grand soir. Vous allez voir que l'agriculture qui relève de l'agroécologie est radicalement différente de celle à laquelle on s'est accoutumé, l'agriculture industrielle. Donc ça ne peut pas être un grand soir, et c'est quand même radicalement, c'est une vraie révolution. Mais la transition qui doit être menée dès maintenant et qui doit être accélérée n'aura lieu que si les gens sont correctement rémunérés et si on allège la pénibilité du travail. On en reparle tout à l'heure. Enrayer l'exode rural et aider à l'installation de jeunes agriculteurs, même dans un pays comme le nôtre, 7-8% de chômage. Quand une ferme disparaît, c'est toujours du chômage en plus. Si la fille et le fils du fermier trouvent un emploi plus rémunéré, mieux rémunéré et moins pénible, c'est son choix de quitter l'agriculture et de ne pas reprendre la ferme des parents. Mais il prend un emploi à quelqu'un qui est peut-être quelqu'un des quartiers qui ne trouvera pas cet emploi. Et la ferme qui disparaît, même si elle sert à l'agrandissement des voisins, le voisin est très content, puisqu'il pourra amortir son tracteur, pourra amortir sa moissonneuse-batteuse, son robot de traite sur une plus vaste surface et un plus grand troupeau, et ça ne crée pas d'emploi. Ça rend plus rentable la ferme du voisin, et ça ne crée pas d'emploi. Alors évidemment, il faut vous dire que dans les pays où l'urbanisation est extrêmement rapide, les gens qui désherbaient au Brésil ont été remplacés par du désherbant, eux sont dans les bidonvilles. Ils sont dans les bidonvilles, ils n'ont pas d'emploi. C'est la misère. Et on a faim. Alors évidemment, quand je vous disais qu'il y aura un problème de volume à résoudre, il faut quand même savoir qu'il y a pléthore de nourriture disponible sur le marché mondial. C'est-à-dire que la question du volume, elle se pose dans les pays déficitaires du Sud, qu'on qualifiait tiers-monde autrefois, mais à l'échelle mondiale, il y a pléthore de nourriture. Pour nourrir correctement un habitant, il faut produire de l'ordre de 200 kg de céréales, ou son équivalent, pommes de terre, manioc, igname, banane, plantain. Et la production mondiale est déjà de 330. Il y a 330 kilos d'excédent de nourriture disponible sur le marché mondial. Et il y a des gens qui souffrent de la faim en France et qui fréquentent les restaurants du cœur, le secours populaire, les banques alimentaires. C'est pas parce que la France ne produit pas assez de céréales, c'est pas parce que la France ne produirait pas assez de poudre de lait, c'est pas parce que la France ne produirait pas assez de sucre, c'est parce que les gens sont trop pauvres pour acheter une nourriture qui existe. C'est la pauvreté qui est à l'origine de la faim et de la malnutrition dans le monde. Et c'est la pauvreté, évidemment, y compris en France, mais dans les pays du Sud, les gens qui travaillaient à la main, faisaient du mil, du sorgho, ont été concurrencés par nos céréales, ceux qui sont tombés en faillite, ou le paysan brésilien, l'ouvrier agricole brésilien qui désherbait, qui a été remplacé par du désherbant, et qui ne peut même pas acheter le soja brésilien, qui est exporté pour nourrir nos cochons, parce que nos cochons sont plus riches que les pauvres brésiliens. Donc oui, il va falloir mettre fin aux écarts de revenus à l'échelle mondiale, et vous allez voir que chez nous, continuer de vouloir exporter à tout prix un blé de bas de gamme, de la poudre de lait, les produits bas de gamme de notre agriculture industrielle, vouloir concurrencer les producteurs de mil et de sorgho au Sénégal, vouloir concurrencer les éleveurs peuls avec notre poudre de lait, c'est leur faire le plus grand tort, c'est les réduire à la pauvreté. Et à la limite, nos excédents sont à l'origine, pour une large part, de la pauvreté dans un certain nombre de pays du Sud. Ça va nous ramener sur la question de ce fameux libre-échange, je mettrai des guillemets à libre, si vous en êtes d'accord, où on met des gens en concurrence les uns avec les autres, des gens qui travaillent à la main, en concurrence avec des moissonneuses-batteuses. Ben, écoutez, il va falloir revoir un peu la copie. Donc enrayer l'exode rural, aider à l'installation de jeunes agriculteurs, chez nous, comme dans les pays du Sud, c'est absolument essentiel. Aider à l'installation de jeunes agriculteurs dans le cadre familial, évidemment, mais hors cadre familial aussi, pourquoi pas. C'est un problème un peu français, j'en conviens. Voilà. Sans dommage pour notre cadre de vie. Donc ça veut dire, si vous êtes d'accord, hein, pas d'algues vertes sur le littoral breton, pas d'atrazine dans l'eau du robinet, voilà ce genre de choses. Et durable, une alimentation saine et durable. Hein. Durable, c'est l'alimentation durable, c'est l'agriculture durable. Il ne faudrait pas que dans les pays notamment où il y a urgence de produire davantage et que les gens retrouvent une plus grande sécurité alimentaire, une plus grande souveraineté alimentaire sur les produits stratégiques les plus nécessaires, il ne faudrait pas qu'au nom de l'urgence produire davantage là-bas, ben c'est soit au détriment des générations d'après. Donc la fertilité des sols, il va falloir la maintenir. Et vous savez que la fertilité, ce n'est pas seulement les sols. Aujourd'hui, une des principales menaces, par exemple en France, sur les rendements du colza et du tournesol, c'est la surmortalité des pollinisateurs.
Donc la fertilité, les potentialités productives sur le long terme pour les générations d'après, c'est maintenir des écosystèmes, je vais parler d'agro-écosystèmes, d'écosystèmes agricoles aménagés par les agriculteurs, s'il vous plaît, durables. Il ne faudrait pas qu'au nom de l'urgence de résoudre certaines questions aujourd'hui, on mette en péril les générations d'après, s'il vous plaît, une agriculture sans préjudice pour les générations futures. J'ai coutume de poser déjà une question à ce moment-là des interventions. Avez-vous encore le moral? C'est très ambitieux. Parce qu'on me dit, non, on ne peut pas tout faire. Il faut mettre des priorités. Il faut faire tout ça. Alors, entre agrocarburants et nourriture, oui, il y a des choix politiques à faire. Mais sinon, il y aura quand même des questions de volume dans les pays déficitaires. Il y aura des questions de qualité dans tous les pays en question. Il y aura des questions d'environnement. Il y aura des questions de... Alors, en plus, le contexte, pour vous abaisser encore davantage le moral, c'est que le contexte, il n'est pas drôle. C'est le dérèglement climatique, c'est un réchauffement climatique global. Alors, on nous dit, les agriculteurs vont devoir s'adapter. Mais ça pas simple. Hein. Parce qu'évidemment, je vois bien qu'il y a des gens, je connais des vignerons de Champagne qui commencent à investir dans le sud de l'Angleterre. Donc ils ont compris que la vigne va peut-être se déplacer du sud vers le nord. Mais c'est beaucoup plus compliqué l'adaptation. C'est pas seulement juste déplacer des variétés, des espèces. Bon, on va déplacer ça vers... ça va remonter en altitude, ça va remonter en latitude. C'est pas seulement ça. Il y a des thèses aujourd'hui qui viennent d'être publiées, mais avec beaucoup de retard, qui nous racontent quand même que c'est pas seulement les espèces domestiques, c'est toutes les interactions entre les espèces domestiques et les espèces sauvages qui vont devoir être revues. Et là, il y a des vrais problèmes. Il y a des thèses, je vous dis, certains oiseaux ont migré de 250 km plus au nord, et certains papillons, 100 km seulement. Et vous voyez le désastre? Là où il y a des oiseaux, il n'y a plus de chenilles, extinction d'espèces. Et là où les chenilles ne sont plus bouffées par les oiseaux, ravage aux cultures. Si vous vous imaginez que la paysannerie française est préparée à de tels déséquilibres écologiques, et évidemment c'est dans le monde entier, à de tels déséquilibres écologiques, donc il va falloir essayer d'organiser des corridors écologiques, c'est-à-dire qu'il y ait le plus, quand il y a des mouvements migratoires du fait de ce réchauffement, donc du sud vers le nord ou du bas vers le haut, dans les zones de montagne, eh bien, il va falloir que ce soit accompagné par un grand nombre d'autres espèces domestiques, sauvages et autres, végétales, animales, microbiennes, champignons et autres. Et là, je ne vous cache pas, on n'est vraiment pas préparé. Et on découvre ça un peu sur le tard, parce qu'il y a des gens, là, il y a 33 ans, nous disaient « Ah, le réchauffement climatique, c'est pas avéré, ce genre de choses. » La COP 21, et d'ailleurs, il faudrait qu'on l'applique, elle a 25 ans de retard. Quoi. Les engagements de réduire ce réchauffement climatique est intervenu trop tard. On a du mal de plus à appliquer un traité international qui pourtant a été ratifié par les 196 pays. Il va falloir corriger. Et en plus, c'est pas seulement un réchauffement, c'est un dérèglement climatique. Ce dérèglement climatique, c'est une intensité, ça c'est déjà démontré, et une fréquence, c'est pas forcément toujours avéré, accrue des accidents climatiques extrêmes, les inondations, les cyclones, les canicules, les sécheresses. Préparez-vous, il y en aura plus et ce sera plus grave. Donc une obligation de s'adapter. Et là, il y a urgence. Hein. C'est vrai chez nous, et c'est vrai, évidemment, on parle de désertification dans certains pays, il y a peut-être encore quelques chaises ici qu'on peut déplacer. Mais voilà, juste pour vous dire, un gros effort. Et puis c'est vrai quand même qu'on pourra éventuellement, dans nos agriculteurs, comme à d'autres citoyens, éventuellement de contribuer à atténuer ce dérèglement climatique, ce réchauffement climatique, donc moins émettre de gaz à effet de serre. Et l'agriculture, il y a 3 gaz où l'agriculture est concernée. Et le gaz carbonique, c'est la première contribution de l'agriculture mondiale au réchauffement climatique. Et le gaz carbonique, c'est pour l'essentiel la déforestation. Alors en France, évidemment, le gaz carbonique de ces 3 gaz, gaz carbonique, enfin dioxyde de carbone, méthane et protoxyde d'azote, en France, le CO2, ce gaz, ne vient qu'en 3e position, parce que la forêt est plutôt en train de reprendre ses droits, et c'est les loups qui reviennent. Donc il y a plutôt une séquestration de carbone dans la biomasse, et on verra dans les sols en France. Mais à l'échelle mondiale, c'est quand même la déforestation qui est la première cause. Donc le gaz carbonique est le premier contributeur de l'agriculture mondiale au réchauffement climatique, et c'est la déforestation. Attention, ça nous concerne. Hein. Quand vous mangez un poulet bas de gamme, élevé avec du soja brésilien, vous avez contribué à déforester la forêt amazonienne, et là, ça contribue évidemment à la perte de biodiversité, ça contribue à l'effet de serre. Donc attention, c'est pas parce qu'en France, la forêt reprend ses droits que notre alimentation ne contribuerait pas à la déforestation à l'échelle mondiale.
Donc il nous faut être très vigilants et avoir une vision mondiale. Enfin, je veux dire, solidarité, hein, on est bien tous sur une même planète, une seule santé, on verra une même planète. Mais, alors il y a aussi le méthane, et on parlera donc évidemment du rumen des ruminants. Alors en France, c'est un peu le labour quand même aussi qui contribue, et c'est la consommation de carburant, le carburant du tracteur, le carburant de la machine de batteuse, contribue au CO2. Le méthane, c'est le rumen des ruminants, c'est un peu aussi les fermentations anaérobiques, ça peut être éventuellement un peu le fumier. Et puis le protoxyde d'azote dont on parle trop peu, qui pourtant c'est le méthane et le protoxyde d'azote qui sont les deux principales contributions de l'agriculture française au réchauffement climatique, c'est qu'on dépend des engrais azotés de synthèse, de l'urée, de l'ammonitrate, du sulfate d'ammonium. Donc je vous dirai tout à l'heure, c'est fabriqué avec de l'énergie fossile, du gaz naturel, et de plus, l'épandage est très émetteur de protoxyde d'azote. Donc on va, vous imaginez bien, devoir s'en passer. Je passe, il faut un peu vite pour avoir des solutions, s'adapter, atténuer. Alors, dans le contexte aussi, les meilleures terres agricoles sont en voie d'être bitumées, bétonisées. Alors c'est vrai un peu chez nous, hein, je veux dire, bon, on n'est pas tout à fait à côté de la fameuse autoroute là, de Castres, mais bon, si on peut éviter ça, les grandes surfaces, les caddies, les Auchan, les agrandations de l'aéroport, enfin, on n'est pas tout près de Nantes, enfin, bon, à faire attention. Et la raréfaction des ressources, alors l'énergie fossile, déjà, vous le savez, il faudra promouvoir une agriculture économe en énergie fossile, parce que, on le sait depuis avant la guerre en Ukraine, hein, c'est pas parce qu'aujourd'hui, effectivement, ces engrais peuvent être extrêmement coûteux, les énergies fossiles extrêmement coûteuses, et dont on n'est pas sûr. Alors cet hiver, on est un peu rassuré. Il paraît que ça y est, on a rempli toutes nos réserves de gaz naturel avec du gaz naturel liquéfié, mais hyper coûteux. L'an dernier, c'était savoir si le gaz naturel importé, ce qu'on pouvait encore importer, puisqu'on en importait plus de Russie ou trop peu, ou très peu, et ben, est-ce que ça allait servir pour l'électricité ou pour les engrais azotés de synthèse? Et parfois, on me menaçait, rappelez-vous, l'automne dernier, on ne savait pas si on allait être approvisionné en électricité. Et donc là, il y avait des choix à faire. Et donc, oui, il faut l'agriculture va devoir être économe en énergie fossile. Et je cite le phosphate, on va devoir en reparler, parce qu'on nous annonce quand même, alors c'est pour les éléments minéraux, là où il y a le plus d'inquiétude, la finitude, là, hein, c'est sur les mines de phosphate, on nous dit que d'ici 3-4 décennies, le coût d'exploration et d'exploitation de nouvelles mines de phosphate va devenir hyper coûteux. Et même ça va devenir plus angoissant pour l'agriculture que l'énergie fossile. Donc on entrevoit quelques mines de phosphate en Norvège ou au Brésil, mais on sait que leur coût d'exploration, d'exploitation va devenir hyper coûteux. Et du coup, je vous repose une deuxième fois la question, avez-vous encore le moral? Alors déjà, on a répondu un peu à la question. Si pour remonter le moral, au fond, est-ce que la question de pouvoir produire toujours plus est justifiée? Ben, c'est pas si vrai. Pour nourrir correctement, alors avec moins de protéines animales qu'un certain nombre d'entre nous sans doute, mais pour nourrir correctement sans carence nutritionnelle, avec quelques protéines animales, et sans carence nutritionnelle aucune, il faut produire de l'ordre de 200 kg de céréales par habitant et par an. Et la production mondiale est déjà de 330. Donc il y a pléthore de nourriture, je disais tout à l'heure, et c'est bien la pauvreté qui fait que des gens ne parviennent pas à acheter, pauvreté en termes monétaires, hein, ne parviennent pas à acheter une nourriture qui existe. Et cette nourriture, elle va de soi, 130 kg d'excédent, elle est achetée par d'autres, par des gens plus riches. Alors c'est des gens riches qui achètent de la nourriture, qui ont mis au frigo, et puis la date de péremption est passée, ils ont jeté à la poubelle, donc ça s'appelle le gaspillage. C'est aussi des tomates qui ont été produites, la grande et moyenne surface, la grande distribution a acheté, elles n'étaient pas toutes bien calibrées, ils en ont bazardé un tiers. Donc ça c'est le gaspillage, il faut y mettre fin. Mais oui, il y a de la nourriture qui échappe à des pauvres parce qu'elle est achetée par des riches qui gaspillent. Et oui, il y a de la nourriture qui échappe à des pauvres humains parce qu'elle sert à nourrir parfois des animaux en excès, le soja brésilien qui nourrit nos cochons, plus riches que des Brésiliens au chômage. Les usines d'aliments du bétail, excusez-moi, plus solvables que les Brésiliens au chômage. Voilà, c'est par exemple comme ça qu'il faut parler. Mais c'est quand même bien des écarts de revenus. Il y a bien des gens riches qui achètent. Et puis il y a aussi de l'éthanol qui sert à l'agrocarburant, de l'agrodiesel qui sert à l'agrocarburant, et puis il y aura la question de la méthanisation, si vous voulez, on en reparlera. Mais oui, c'est les écarts de revenus contre lesquels il faut faire. Voilà. Vous êtes alors, figurez-vous, vous êtes au Laos, qui est un pays plutôt sous-peuplé dans une Asie surpeuplée. Voilà
voilà l'agriculture d'Abati-Brully, pratiquée encore par un très grand nombre d'agriculteurs dans le monde. Vous avez une forêt dense, on abat, on brûle, et c'est sur les cendres fertilisent le sol. Évidemment, les feuilles mortes qui sont tombées à terre pendant toute la forêt, eh ben, ont fabriqué de l'humus, et donc l'humus exposé au soleil va se minéraliser, et donc les plantes sont fertilisées. Sous une forêt dense, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de graminées qui poussent à l'ombrage. Donc, effectivement, les gens n'ont pas besoin de désherber, ils n'ont pas besoin de labourer, ils vont directement semer directement sur les cendres. Mais évidemment, vous l'imaginez bien, les gens sont équipés de machettes, ils sont équipés de haches, ils sont équipés de bâtons fouisseurs, c'est tout. Ce ne sera jamais plus d'un demi-hectare. Et ça, c'est quand même un grand nombre de paysans aujourd'hui, on en parle trop peu, qui travaillent et qui sont aujourd'hui parfois, alors au Laos un peu moins parce qu'ils n'ont pas de débouchés sur la mer, c'est un pays enclavé, mais quand même soumis à la concurrence internationale. Là, nous sommes au Burkina Faso. C'est toujours cette agriculture d'Abati-Brully, mais ça y est, il n'y a plus de forêt dense. Hein. D'ailleurs, ça n'a jamais été une forêt dense, c'était une savane arborée. Mais là, par contre, il y a de l'herbe, même dès la première année de culture. Et il faut donc labourer, si on veut qu'il n'y ait pas de concurrence entre ce qu'on appelait les mauvaises herbes, les herbes concurrentes, les herbes adventices. Vous préférez que les enfants aillent à l'école, j'imagine. Et si je dis aux parents, aux enfants, emmenez-les à l'école, les gens vont dire, mais ils ne pourront pas labourer et ils vont mourir de faim. Donc on en est là. Hein, sur les 8 milliards d'habitants que nous sommes, il y a 840 millions de gens aujourd'hui qui n'ont pas tous les jours leurs 2200 kilocalories. Et il y a 1 milliard de gens qui souffrent de carences nutritionnelles en protéines, vitamines, minéraux, et dont l'espérance de vie est réduite parce qu'ils sont plus prompts à attraper un certain nombre de maladies. Donc on va devoir mettre fin à ça, si vous en êtes d'accord. Alors ça, c'est la même chose, ils sont un peu plus âgés, mais à peine plus âgés. Souvent en Haïti, le sol est érodé, on est obligé de déplacer les cailloux de calcaire pour trouver encore un peu de terre arable, et on travaille à la main, on travaille à la main, on travaille à la main. Et voilà le concurrent. Alors c'est un concurrent français, hein, j'aurais pu choisir plus vaste aux États-Unis, mais j'aurais eu 2 fois 12 socs. Alors évidemment, quand je m'apprêtais à prendre la photo, l'exploitant agricole conduisait le tracteur, il est descendu, il est venu me voir, me serrer la main, il me demandait qui j'étais, pourquoi je voulais prendre la photo. Alors il m'a appuyé, professeur. Alors évidemment, ça s'appelait Institut National Agronomique Paris-Grignon, aujourd'hui ça s'appelle Agro Paris-Tchèque. Et du coup, très fier de voir un professeur d'agronomie, il voulait qu'on se prenne en photo, un selfie. Et là, je lui dis, non, s'il vous plaît, je vais devoir flouter mon image. Ah bon? Alors, tout de suite, il soupçonne, ah bon, alors cet agronome, il est plutôt zéro labour. D'ailleurs, je vais vous dire que je suis plutôt dans le plaidoyer d'un minimum de travail du sol, etc. Il faut être très prudent sur les labours. Et donc, il disait, voilà, à propos d'agronome. Mais il disait, non, mais nous, il nous faut impérativement labourer, avec ça. Alors évidemment, je n'avais pas posé la question, comment vous faites pour labourer dans les coins? Est-ce que vous maintenez des haies? Il n'y a pas de haies. Donc, c'était pas la peine. Enfin, il y a une foule de questions que je n'ai pas posées, parce que ce serait presque provocateur. Et lui me dit, non, mais attendez, nous, il nous faut nourrir le tiers-monde. Et beaucoup de gens, sachez, sont convaincus, et c'est vrai que le syndicat majoritaire agricole contribue à entretenir cette doctrine, que c'est à nous de nourrir le tiers-monde, et c'est pas au tiers-monde d'être nourri, c'est pas aux pays du Sud de se nourrir par eux-mêmes et de retrouver de l'autonomie, de retrouver de la souveraineté, notamment sur les produits stratégiques, et ce serait à nous, au contraire, de les aider à manger. Alors évidemment, lui, dans cette idée, il faut produire au moindre coût monétaire, et produire au moindre coût monétaire, on remplace les gens par des machines, on cherche la forte puissance, et tant pis, on va supprimer les haies. Alors il n'y a pas que chez nous, hein. Là on est au Brésil, 40 000 hectares de soja, enfin maïs soja. Voilà. Alors évidemment, inutile de vous dire que pour les protéagineux, parce que vous savez que nous importons beaucoup de protéines végétales en provenance d'Argentine, du Brésil, des États-Unis, sous la forme de soja transgénique de surcroît pour nourrir nos cochons, nos volailles, même du tourte de soja pour nourrir nos ruminants. Inutile de vous dire que les substituts, le pois fourragé, la févrole, en France, désolé, on ne pourra pas être compétitif avec des fermes sur 40 000 hectares, où le matériel est amorti sur 40 000 hectares. Là, nous sommes à Madagascar, on récolte le riz, la femme là-bas transporte son gamin ou sa gamine, donc c'est peut-être bien d'ailleurs, parce qu'elle est peut-être en train de l'allaiter, donc c'est pas une poudre de lait et un lait reconstitué à partir de poudre de lait, tant mieux. Mais pourquoi reste-t-elle pas à la maison alors qu'elle va récolter le riz? C'est que plus tard, le riz est récolté, plus d'oiseaux vont en manger. Et donc il y a urgence, et bien pendant qu'il y a urgence, on déplace, y compris le gamin, la gamine sur le dos, qui va s'initier très vite
au travail de la récolte avec une petite faucille, un petit couteau, et on voit ces petites faucilles ici, et c'est à la main. Et le concurrent, ben, vous le connaissez. Alors là, j'aurais pu choisir plus vaste. Et puis alors ce matériel, il ne fait pas seulement la moisson, la récolte, mais il bat, il fait moissonneuse, battage. Alors que l'agriculture manuelle, nous sommes en Chine, la Chine d'aujourd'hui, la Chine des gratte-ciel d'aujourd'hui. Je suis désolé, on continue de battre au fléau. On met tout ce monde-là en concurrence sur un même marché mondial, et on est évidemment à l'origine de cet énorme désordre. Et évidemment, là, c'est une femme, alors comme... Oui, j'ai vu des femmes travailler, absolument. Non, parce que je suis précautionneux aujourd'hui. Non, mais bon, enfin, je veux dire, c'est un travail monstrueux. Et évidemment, le robot de traite, alors évidemment, c'est génial, le robot de traite, il n'y a plus d'astreinte, on peut dormir, la vache décide de se faire traire à 3h30 du matin, on peut dormir. Le matin, l'éleveur, il regarde sur son ordinateur, il a le litrage, le taux butyrique, il a le taux de protéines, et c'est la vache qui décide, et y compris la vache, comme elle a une petite récompense en sortant du robot, elle a tendance à revenir fréquemment, et du coup on parvient, on n'arrive pas encore à 3 traites par jour, mais à au moins 5 traites tous les 2 jours, plus de production de lait. Et alors évidemment, cette vache qui a décidé d'aller voir le robot quand bon lui semble, ben, elle ne va plus dans les pâturages, il faut lui apporter tous les trucs, c'est plus vraiment de l'élevage à l'herbe, ou pour très peu. Et le concurrent, c'est la vache sacrée en Inde, traite manuelle, il y a un peu de lait pour le veau ou la velle qui est là, et puis après on fait la traite à la main. Tout ce monde est en concurrence sur un même marché mondial. Voilà, alors du coup, je ne vous pose pas la question l'écart de productivité, le résultat apparaît tout de suite. Si vous prenez le cas du Sénégal, c'est le sud du Sénégal, la Casamance, donc on est dans une région déjà un peu plus arrosée, et où dans la vallée du fleuve, de la Casamance, eh ben, on pratique du riz, et là, le travail à la main, et notamment les femmes, le travail du riz à la main, c'est manuel, donc ce ne sera jamais plus un demi-hectare. Et sans engrais chimiques ni organiques aucun, et seule l'alluvion de la crue fertilise, et sans jachère aucune, c'est quand même important, 1 tonne hectare, j'ai mis 1 tonne 1 pour faciliter le calcul, pour être honnête, mais on ne dépasse pas en fait la tonne à l'hectare, et par an, ça nous fait du 550 kg. Et n'est détruit dans le processus de production que les semences qui étaient là, qui ont été détruites, parce qu'il a fallu semer, c'est 100 kg à l'hectare, 50 kg sur un demi-hectare, ça nous fait 500 kg de paddy, de riz non décortiqué, par habitant et par an. Après décortiquage, ça nous fait exactement 400 kg de riz tel que vous avez l'habitude de le manger. Ça veut dire qu'on peut nourrir qu'un actif au travail peut nourrir 2 personnes. Alors évidemment, on pourrait se dire, ben, dans une famille, au moins, on parlait des enfants là, qui étaient contraints de faire le labour, alors c'était au Burkina Faso, j'en conviens, mais au moins, si dans la famille, l'équilibre serait atteint s'il y a un actif pour 2 bouches à nourrir. Sauf que c'est pas vrai. Une partie de ce riz va devoir être vendue, parce qu'il faut quand même acheter des produits de première nécessité. C'est-à-dire que la deuxième personne qui va pouvoir manger ce riz est peut-être pour une large part en ville. Mais une partie de ce riz doit être vendue. Et si vous êtes à Ziguinchor, la capitale de la basse Casamance, là vous avez du riz de Casamance très peu, vous avez du riz du Vietnam, vous avez du riz de Thaïlande, vous avez d'Arkansas, vous avez du riz de Louisiane. Bon, vous n'avez pas de riz de Camargue. Mais ce serait pareil. Et là, les 2 sacs de riz vont se vendre au même prix. Parce que c'est la concurrence. Les 2 sacs de riz vont être vendus au même prix. Et si vous allez en Louisiane, dans l'Arkansas, c'est 100 hectares. C'est 5 tonnes hectares. C'est 500 kilos. C'est 500 tonnes par actif. C'est 1000 fois plus. Un actif au travail dans l'Arkansas, en Louisiane ou en Camargue, ce serait pareil. Produit 1000 fois plus de nourriture dans l'année que la femme qui repique le riz à la main, le dos courbé, dans la boue, avec la moiteur et tout ce que vous connaissez. 1000 fois plus. Alors j'en conviens, ces 500 tonnes, c'est le travail de l'agriculteur, mais c'est aussi le travail de ceux qui ont produit les tracteurs, de ceux qui ont produit les engrais, de ceux qui ont produit les pesticides. Et ça, l'agriculteur, lui, il détruit tout ça. C'est-à-dire que notre agriculture hautement productive, elle est aussi hautement destructive. Et là, il faut que je fasse la soustraction de tout ce qu'il a détruit. Il y avait les engrais, ils ne sont plus là. Les pesticides, ils étaient là, ils ne sont plus. Le carburant a été brûlé par le tracteur lui-même a été usé. Il faut que je soustrais. C'est les 4/5e. Et la valeur ajoutée sur la vraie productivité agricole, la production de l'agriculteur, c'est qu'1/5e de ce qu'il a produit. Donc il a, pour produire 500, il a détruit 400. 400 de riz sert à couvrir les coûts de ce qu'il a détruit, mais ça fait quand même encore 100 tonnes, et 100 tonnes, c'est 200 fois plus.
Vous vous rendez compte? La productivité du travail, un écart de 1 à 200. Les 2 sacs de riz qui se vendent au même prix à Ziguinchor, dans un des sacs, il y a 200 fois plus de travail que dans le sac d'à côté. Cette femme, pour acheter des produits de première nécessité, va vendre son riz et accepter une rémunération 200 fois inférieure à son concurrent. Je vous suggère qu'on mette fin à ça. Parce que c'est ça la cause de la pauvreté et de la faim et de la malnutrition dans le monde. Des gens qui ne parviennent pas, en étant concurrencés par nos excédents, ou les excédents américains, ou les excédents ukrainiens, ou les excédents russes qui n'avaient pas la guerre en Ukraine, mais ces gens concurrencés par des excédents de grands domaines très mécanisés, dronisés, robotisés, etc. Mais la poudre de lait, c'est la même chose. Et vous savez, même notre huile de colza, notre huile de tournesol, évidemment, dans notre supermarché, vous pouvez acheter de l'huile d'arachide. Quelle est la différence de prix? C'est quasiment le même prix. Savez-vous que dans le litre d'arachide, de cette Sénégalaise qui a désherbé son arachide à la main, dans ce litre d'arachide-là, vous avez 200 fois plus de travail agricole que dans celui de colza ou de tournesol à côté. Et si un jour vous allez à Dakar et que vous regardez dans les supérettes, eh bien vous trouverez des gens qui achètent de l'huile d'arachide, de l'huile de tournesol et de colza. Nous nous sommes échangés au même prix 1 litre d'huile de colza et on a acheté 1 litre d'huile d'arachide. Nous nous sommes échangés 1 heure contre 200 au même prix. On leur donne 1 heure de travail et on nous en donne 200. C'est ça la réalité du marché mondial aujourd'hui. Je vous suggère qu'on y mette au plus vite, qu'on y mette fin. Voilà, alors les errements du passé, évidemment ça plaide pour que les pays du Sud, les pays qu'on qualifiait les tiers-mondes d'autrefois, puissent par eux-mêmes produire leur nourriture sans avoir à dépendre de l'étranger, d'autant plus que dans les conjonctures, guerre en Ukraine, hop, les prix des céréales montent et meute de la faim. 2008, rappelez-vous, c'était la grande crise immobilière, etc., financière et autres, hop, émeute de la faim. Alors là, c'est Cameroun, c'est Haïti, c'est Indonésie. Mais pourquoi donc? Alors, y compris au Cameroun, par exemple, ils sont déficitaires en nourriture. Et pourquoi sont-ils déficitaires en nourriture? Alors, c'est parce qu'évidemment, étant mis en concurrence avec nos céréales et autres, ils ont cessé de produire du manioc, de l'igname, de la plantain, et cela. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fait ce que leur proposent les libéraux. Spécialisez-vous. Moi, la théorie néoclassique, je la connais. Alors, le libéralisme s'inspire de la théorie néoclassique pour dire, écoutez, renoncez à faire, puisque vous n'êtes pas compétitif, 200 fois plus de travail, renoncez à faire chez vous ce qu'on peut acheter moins cher chez les plus compétitifs, et spécialisez votre agriculture chez vous en faisant du café, du cacao, de la vanille, de l'huile de palme, ce qu'on ne produit pas dans les pays tempérés, et vous allez voir, c'est gagnant, gagnant. C'est précisément dans ces moments-là que les pays qui sont spécialisés dans les cultures d'exportation ne parviennent pas à manger, les émeutes de la faim en ville en particulier. C'est dramatique. Évidemment, il y a des erreurs. Alors la théorie néoclassique, c'est en clair, elle est d'une rigueur scientifique, c'est pas elle que je remets en cause, c'est les hypothèses. N'oubliez pas que les hypothèses de la théorie néoclassique qui inspirent des libéraux, c'est concurrence parfaite et pas de monopole. Et libre circulation, je parle comme eux, des productions et des facteurs de production. Quand ils disent facteurs de production, ils disent terre, travail, capital. Et là, ils disent, c'est la main invisible, vous savez, la somme de nos comportements individuels, nous, qu'on consomme pour avoir maximisé nos satisfactions, les utilités, les néoclassiques, et quand l'entrepreneur il fait des choix pour maximiser son taux de profit, la somme de nos comportements individuels aboutirait à l'optimum collectif, la main invisible. Vous étiez au courant, enfin, à peu près. En tout cas, c'est ça la théorie. Et d'ailleurs, plus on a joué le libre-échange, parce qu'alors, l'affectation optimale des ressources, l'équilibre, c'est aussi, vous l'avez compris, ce serait logique, moins de Sénégalais sur les sols semi-arides, sur les sols sableux et semi-arides, et nous devrions les accueillir effectivement en grand nombre, et c'est bien toute la misère du monde qu'il nous faudra accueillir ici, si on jouait le libre-échange. Et d'ailleurs, plus on a joué le libre-échange, plus les mouvements migratoires en question. La théorie néoclassique est formelle. La main invisible, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle réaffecterait les ressources, là où c'est plus fertile, là où les sols sont profonds, il y aurait plus de gens. Et là où c'est au contraire, il y en aurait moins. Et donc oui, allons-y. Et moi je suis contraint, quand je faisais l'émission avec des gens de la Banque mondiale, de leur expliquer, le 1 à 200, attendez, il faut prendre ça au sérieux.
Mais alors ils disent, ah non, non, c'est pas ça qu'on voulait faire. Mais voilà. Donc vous avez compris, les gens qui traversent la Méditerranée, les déserts libyens, dans les conditions que vous connaissez, c'est la production du libre-échange. Et c'est la phase émergée d'iceberg, hein, il y a beaucoup plus de migration sud-sud que de migration sud-nord. Hein. Mais alors, il va de soi qu'il faut accueillir les migrants correctement quand ils viennent chez nous. Et si déjà les gens pouvaient faire en sorte qu'ils ne soient pas contraints de migrer pour la pauvreté, alors soyons clairs, c'est les moins pauvres des pauvres. Il faut payer un passeur. Hein. Donc c'est des gens qui ont rejoint des bidonvilles, ils ont servi de bouclier humain des narcotrafiquants, et ils ont des revenus, ils peuvent payer le passeur. Ou c'est des gens qui ont détruit un touriste, et cela, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas migrer, hein, y compris qui souhaiteraient migrer, qui ne peuvent pas, et qui sont dans la panade, qui ont faim et souffrent de malnutrition. Voilà, les écarts de productivité sont là, on va y mettre fin. Alors il faudrait que dans ces pays, on puisse produire plus, et on leur suggère souvent une agriculture inspirée de notre agriculture industrielle. Je vais passer très vite là-dessus, parce que je voudrais quand même remonter le moral avec l'agroécologie, ce qui est l'urgence. Mais les erreurs du passé, c'est évidemment extension des surfaces cultivées, déforestation dans les pays du Sud. Ça, c'est une grave erreur. La forêt congolaise, la forêt de Bornéo, et même en France, hein, pour voir une agriculture extensive, qui aurait besoin de plus grandes extensions. Au départ, le marais breton, le marais poitevin, on va éliminer les dernières réserves naturelles. Non, non. Hein. Donc moi, je vais plaider pour une agriculture intensive à l'hectare. Mais du coup, qu'est-ce qu'on entend intensif à l'hectare? Voilà ce qui va être le débat. Alors, on a dit à des gens, il y a une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, à des gens qui me ressemblent, des agronomes, mettez-nous au point pour accroître les rendements à l'hectare, donc, et non pas l'agriculture extensive, mais accroître les rendements à l'hectare, mettez-nous au point des variétés à haut potentiel génétique de rendement. Et on a dit à ces agronomes deux autres choses, faites vite, et surtout, des variétés passe-partout. C'est-à-dire vous éliminez en génétique tous les gènes d'adaptation à un écosystème local. Il faut qu'une variété sélectionnée de Philippines puisse être produite à Madagascar. Il faut qu'un blé produit dans le Pas-de-Calais puisse être produit en Camargue. Et du coup, pas de sensibilité à la longueur du jour et de la nuit, pas de photopériode. Allez, vous éliminez tous les gènes d'adaptation aux conditions locales, on fait des variétés passe-partout. Et faites vite. Et faites vite, mais les agronomes, ils disent, non, non, nous on fait des statistiques, on ne va qualifier une variété d'améliorée que si 95% des fois, elle a donné un rendement supérieur aux autres. Et vous nous demandez de faire des essais multilocaux dans plusieurs endroits. Mais attendez, il ne faudrait pas que la différence de rendement, là, dans cette parcelle, soit imputable à un insecte prédateur, parce que sinon, la variété à haut potentiel de rendement, si elle est attaquée par un insecte, elle ne pourra pas donner un haut rendement, et je ne pourrais pas dire que 95% des fois, elle a donné un haut rendement. Donc il nous faut faire toutes choses égales par ailleurs, zéro nématode, zéro insecte, zéro mauvaise herbe, zéro truc, que des produits en cible. Que des produits en cible pour tuer les ravageurs, les herbes concurrentes, les champignons pathogènes. Et du coup, oui, on a aujourd'hui des variétés à haut potentiel génétique de rendement, capables de donner de très hauts rendements si on emploie tous les produits en cible. Perturbateurs endocriniens. Ben, c'est une belle erreur. Mais juste pour vous dire que s'il y a des lobbies, évidemment, hein, vous pourrez parler Monsanto, Bayer, Syngenta, Imagrin et autres. Hein. On ne va pas tous les prononcer, on a déjà donné le nom de Claude Allègre, je trouve qu'on est un peu audacieux. Mais il y a aussi des agronomes, par technocratisme, hein, c'est pour ça que le tchèque, il faut surtout bien prononcer. Hein. Le technocratisme, c'est intuitivement l'idée qu'il faut accroître les rendements et non pas détruire les dernières forêts, que c'est le potentiel génétique, il faut un très haut potentiel génétique et on doit faire vite. Il y a beaucoup de gens qui ont adhéré à ces erreurs de très bonne foi. Et donc il nous faudra, et c'est pour ça que l'agroécologie que je présentais comme discipline scientifique, démontrer que non, autre chose est possible, et ça fait partie des erreurs du passé. Recherche expérimentale, toute chose par ailleurs, produire à de toujours moindre coût monétaire, ben oui, si c'est la pauvreté qui est à l'origine de la faim, ben, le monsieur qui conduisait le tracteur tout à l'heure et la charrue de foie tout ça fait mais il nous faut produire au moindre coût monétaire. Si on veut que ce soit accessible aux pauvres, il nous faut motomécaniser, on va abattre les haies, on va labourer les sols, on va détruire l'humus, mais il nous faut produire au moindre coût monétaire. Alors évidemment, aujourd'hui, on découvre que le lait pas cher nous coûte très cher, parce qu'on paye des impôts pour retirer les algues vertes du littoral breton, que le pain pas cher nous coûte très cher, c'est qu'il faut payer très cher le potable pour qu'il n'y ait pas d'atrazine dans l'eau du robinet. Donc les coûts ne sont pas dans le prix du produit, mais c'est des coûts environnementaux, c'est des coûts sanitaires. Puis alors les cancers prématurés, je ne mets pas ça en termes monétaires. Le malheur qu'il y a à vivre longtemps, mais en ayant perdu la mémoire, en tremblant, ou en ayant, enfin, je veux dire, un cancer qui va nous demander de chimiothérapie pendant je ne sais pas combien de temps, enfin, je veux dire, je ne mets même pas ça là. Mais donc les coûts ne sont pas dans les prix du produit. Ce fut quand même une belle erreur. C'était la motorisation, la robotisation, la dronisation aujourd'hui, la spécialisation, à la Bretagne, l'élevage,
au bassin parisien, les grandes cultures, au Languedoc, la vigne, la spécialisation. Et alors, plus on spécialise les écosystèmes, plus les risques de maladies, d'agents pathogènes, d'espèces invasives, plus l'écosystème est simplifié, plus il est fragilisé. Tous les écologues vous diront ça. Allez, si vous en êtes d'accord, on va positiver. L'agroécologie. Alors l'agroécologie, je ne vais pas vous le présenter comme un ensemble de techniques standards, déjà normées, qui seraient comparables ou opposables à l'agriculture biologique, à l'agriculture de conservation, à l'agriculture de précision, à l'agroforesterie, à la permaculture, etc., l'agriculture régénératrice. L'agroécologie est une source d'inspiration pour tous ceux qui veulent effectivement innover et pratiquer les formes d'agriculture les plus susceptibles de correspondre à l'intérêt général, nourrir correctement, durablement l'humanité tout entière, pas de faim, pas l'industrie, répondre aux enjeux dans le contexte qui est celui de il faut des revenus résilients, il faut s'adapter au réchauffement climatique, il faut... Voilà. Et l'agroécologie, du coup, comme source d'inspiration, a des fondements scientifiques. Vous allez voir que je suis... Elle a des fondements scientifiques, et du coup, je vais vous présenter, là, pendant 10 minutes, l'agroécologie comme discipline scientifique, la discipline des agroécologues. C'est-à-dire, on considère que l'objet de travail des agriculteurs, c'est pas une plante, c'est pas un troupeau, c'est pas un sol. C'est un écosystème dans lequel il y a un milieu physique et il y a des êtres vivants. Et il y a des interactions entre ces êtres vivants et le monde physique, le climat, le sol. Et il y a des interactions entre les différentes espèces vivantes, les animaux, les végétaux, évidemment, les domestiques, les sauvages, les champignons. Enfin, tout ça interagit. Et c'est d'une incroyable complexité. Et j'ai coutume de dire, certains m'ont déjà entendu, que c'est des femmes malgaches analphabètes. Quand j'étais jeune agronome formaté, je savais ce qu'était une variété améliorée, le riz sélectionné aux Philippines, en remplacement de service militaire, j'enseignais ça, la variété améliorée au potentiel génétique de rendement, mais j'enseignais évidemment l'herbicide, puisque comme la paille courte elle était concurrencée par des herbes aquatiques, j'enseignais l'insecticide, parce qu'ils étaient sensibles à la cicadelle qui transmettait un virus, et j'enseignais le fongicide, parce que cette plante était sensible à la périculariose, parce que sélectionnée dans les conditions, enfin les erreurs que j'ai indiquées tout à l'heure. Et évidemment, je savais ce qu'était une mauvaise herbe, je savais ce qu'était le mal. Je savais ce qu'était une variété améliorée, je savais ce qu'était bien. J'étais proche de Dieu. Et elles m'ont dit, ces femmes, que j'étais nul. Qu'avec les produits en site, je tuais toutes leurs sources de protéines, les canards, les escargots, les poissons, les grenouilles. Et du coup, évidemment, j'ai vite compris, la première gifle de ma vie professionnelle, heureusement je l'ai eue très jeune, donc j'ai pu vraiment... Et donc, elles m'ont expliqué, mais attendez, elles n'ont jamais prononcé le mot agroécologie, hein, soyons clairs. Mais elles m'ont expliqué que la rizière, c'est un écosystème agricole qui n'est plus complètement naturel. Ça aurait été naturel, ça aurait été un marais. Mais c'est aménagé. Mais néanmoins, dans cet écosystème qui a été un peu aménagé pour favoriser la sélection de quelques plantes et quelques animaux, le canard et autres domestiques, c'était productif, c'était durable, et il ne fallait pas casser tout ça avec mes produits en site. Et donc l'idée, alors on va arrêter, mettre fin aux produits en site, c'est évidemment moins de fin aux perturbateurs endocriniens, mais c'est aussi respecter des équilibres écologiques qui font que ça peut être, et à la fois, il faut trouver et productif et durable. Et ce ne sera durable que si ces écosystèmes ne sont pas trop fragilisés. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas que les rizières, hein, le bocage, ça n'a rien de naturel. Un bocage, enfin, c'est un peu naturel, mais on aurait laissé la nature, ce ne serait pas un bocage, hein, ce serait une lande, ce serait une forêt. Et ça a été productif et durable. Donc il nous faut inviter pour l'avenir, dans toutes les régions du monde, des agroécosystèmes qui vont être productifs et durables en jouant sur les interactions en question. Attention, le petit cours d'agroécologie commence. On a besoin d'énergie dans notre alimentation. L'énergie qu'on dépense au travail, on le trouve dans l'alimentation. Il nous faut au moins 2200 kcal, sinon on a faim. Certains disent 2400, y compris. La ration en France est un peu supérieure, hein, soyons clairs, mais au moins 2200 kcal. D'où vient cette énergie qu'on trouve dans notre alimentation? Première bonne nouvelle, ça nous vient du soleil. Pas de pénurie annoncée de rayons solaires avant des milliards d'années. Je vous suggère qu'on fasse un usage intensif à l'hectare de ce rayon soleil, que tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles vertes, capables de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire. On appelle ça photosynthèse. Couverture végétale la plus totale et la plus permanente possible. Alors évidemment, dans certains pays déjà, le paysan mexicain, sous son maïs, il cultive un haricot. Et sous son haricot, une pastèque pour intercepter les derniers rayons du soleil qui ne sont pas tombés sur la feuille de maïs et sur la feuille de haricot. Alors évidemment, c'est plus facile à pratiquer quand l'agriculture est manuelle ou avec la traction animale. Mais moi, je connais des agriculteurs en France, entre leur rangée de blé, ils cultivent des lentillons.
Et donc les feuilles, les rayons de soleil qui ne sont pas tombés sur la feuille de blé tombent sur les feuilles de lentillon, sous l'ombrage du blé. Alors évidemment, j'ai envie de suggérer, mettez vite un concombre, une plante. Alors il me dit, oui, mais là quand un moissonneuse-batteuse passe, là c'est pas très... Donc effectivement, plus c'est motorisé, moto-mécanisé, plus les associations végétales, c'est-à-dire associer plusieurs plantes et plusieurs espèces, une à port érigé, l'autre volubile, le haricot, une rampante, l'autre globuleuse, enfin, pour intercepter tous les rayons du soleil, plus c'est moto-mécanisé, plus c'est difficile. Mais on va devoir y être obligé, je vous signale. Et l'agriculteur qui sème ses lentilles, alors moi j'en connais, hein, c'est parfois des lupins, hein, et puis d'autres qui sèment des lentilles aussi dans leur cameline, enfin, il y a quand même des agriculteurs qui commencent à pratiquer ce genre de choses, et puis il y a des gens qui remettent des pommiers dans la prairie, et puis la prairie permanente, il n'y a pas un rayon du soleil qui tombe à terre, hein. On n'est pas sans solution en France, mais c'est vrai que plus c'est moto-mécanisé, plus c'est difficile de faire en sorte que tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles vertes capables de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire. Maintenant, je me dois d'être honnête avec vous. Le plus compliqué, c'est la gestion de l'eau. Parce que l'énergie dont je parle là, les calories, c'est de l'amidon, c'est des glucoses, c'est des lipides, c'est des molécules carbonées. La plante a impérativement besoin de trouver du carbone pour nous fabriquer ces sucres, ces glucoses, hein, ces glucides, ces lipides, impérativement. Où la plante trouve-t-elle le carbone? Dans le carbone du gaz carbonique de l'atmosphère. Je vous pose la question. Y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère? Vous avez l'air de dire que non, il y en a un peu trop. Donc je vous suggère qu'on fasse un usage intensif à l'hectare de ce gaz carbonique. La plante va prendre le carbone, va libérer de l'oxygène. C'est l'oxygène de l'eau, mais va libérer de l'oxygène. Et avec ce carbone, la plante va fabriquer des glucides, des lipides, de l'amidon, peut-être même de la paille, des racines. Et si ça se décompose bien après récolte, ça va séquestrer du carbone dans l'humus des sols. Alors vraiment, je suis